Parfois, dans la fin de vie, les silences, les malentendus, les errances entre l'équipe médicale et l'aidant dérapent. D'où me vient cette réflexion ? Eh bien, qu'un jour, une amie m'a raconté qu'elle avait détesté ce moment où on l'a informée, en quelques phrases, que sa sœur sortait dorénavant des soins curatifs, donc des soins censés guérir la maladie, et sans trop d'explications, le médecin, pressé et sans doute gêné, lui a dit « C'est ça, madame. On passe votre sœur en soins palliatifs. On reviendra vers vous pour vous expliquer plus en détail avec l'équipe. » Bienvenue dans la saison 5 de Sweet Papy Podcast. Et si je te disais que dans l'accompagnement de fin de vie de nos proches, il existe parfois des instants comme suspendus, où tu découvres une force en toi que tu ne soupçonnais pas. Alors avant que mes souvenirs ne s'effacent, pendant 60 jours, j'espère devenir ton miroir. Celui qui éclaire tes choix, tes fragilités, ta façon d'aimer, que tu sois aidant ou professionnel du soin. Alors abonne-toi pour ne rien manquer de ces instants de passage. Bien sûr, les médecins et les étudiants en médecine sont surtout formés à guérir et à sauver à tout prix, ce qu'ils font d'une manière exceptionnelle. Mais savais-tu que beaucoup d'entre eux n'ont pas reçu de formation liée à la loi Leonetti sur la fin de vie ? Et si, au lieu de subir les décisions médicales, on apprenait à y prendre part en tant qu'aidant ? Même si nous ne sommes pas médecins, notre parole compte. Et parfois, c'est à nous d'aider l'équipe, peut-être à oser cette conversation. Dans les accompagnements de fin de vie, il arrive un moment où tout bascule, parce que les traitements ne visent plus à guérir, mais à soulager. Et là, la question n'est plus que faire pour le sauver, mais comment faire pour qu'il soit bien. C'est ce qu'on appelle la démarche de délibération partagée. C'est une étape essentielle, mais souvent mal comprise. Je me souviens d'une jeune aidante qui me racontait que son père, atteint d'une maladie neurodégénérative, déclinait rapidement. Les soignants parlaient encore de rééducation, de stimulation, mais elle sentait que quelque chose avait changé. Et un matin, elle a dit au médecin « Est-ce qu'on peut parler de la suite, pas seulement des soins, mais du confort, de sa fin de vie ?» L'équipe pluridisciplinaire a réuni du coup un temps de délibération avec les soignants, la famille, les thérapeutes, le médecin. Ils ont pu redéfinir ensemble les priorités, ne plus tout tenter mais accompagner avec sens. Ce jour-là, elle a compris qu'elle n'avait pas imposé une décision, elle avait simplement permis à tout le monde de regarder la réalité ensemble. La délibération partagée, c'est une démarche active qui permet d'ajuster les soins à ce qui fait encore sens pour la personne. Alors tu sauras qu'elle repose sur 3 principes éthiques. La bienfaisance, faire ce qui est bon pour la personne. La non-malfaisance, éviter ce qui pourrait la faire souffrir inutilement. Et l'autonomie, respecter sa volonté, son histoire et ses valeurs. Et quand la personne ne peut plus s'exprimer, c'est souvent l'aidant qui devient le porteur de sa voix. Alors non, tu n'es pas hors de ton rôle si tu poses des questions. Tu deviens le lien vivant entre le malade, le médecin et la réalité du quotidien. La démarche de délibération éthique repose sur 4 piliers. Le temps. Prendre le temps d'en parler, de relire le dossier, d'écouter la famille, de décider dans l'urgence. C'est presque toujours décider à côté du besoin réel. Médecins, infirmiers, psychologues, aides-soignants, proches aidants. Chacun a un regard unique sur la situation. C'est dans cette diversité que naît la justesse. Et puis la traçabilité. Noter les échanges, les volontés, les choix du patient, du résident. Cela évite les malentendus et protège chacun. Et enfin, la bienveillance partagée. Ce n'est pas une réunion pour décider à la place d'eux, c'est une rencontre pour écouter et ajuster. Ton rôle de l'aidant, il est central, effectivement. Il est celui qui perçoit les signes du quotidien, les désirs implicites, les refus silencieux. Souvent, c'est lui qui apporte la nuance entre la théorie médicale et la réalité vécue. En pratique, tu peux simplement dire calmement « Je sens qu'il fatigue beaucoup ces derniers temps. Peut-être qu'on pourrait réfléchir ensemble à ce qui est le plus juste pour lui maintenant. » Tu es la voix du patient. 1. Qu'a-t-il exprimé de ses souhaits même entre les lignes ? Qu'est-ce qui lui donnait du sens, du plaisir ou de la dignité ?
Ensuite, tu as la voix des soignants. Qu'est-ce qui est médicalement possible, utile et juste? Qu'est-ce qui risquerait d'être une obstination déraisonnable? Et enfin, ta voix d'aidant. Qu'est-ce que tu observes, ressens, comprends de son état? Qu'est-ce que tu crois qu'il voudrait s'il pouvait parler aujourd'hui? Quand ces 3 voix s'accordent, même partiellement, on s'approche d'un soin vraiment humain. Mais quand l'aidant n'est pas là, c'est le référent de l'accompagnement de fin de vie qui est là. Donc ose participer aux décisions médicales sans culpabilité et comprends la démarche de délibération éthique et collégiale. Voilà, c'était notre moment du jour. As-tu déjà vécu ce moment-là où il fallait dire tout haut ce que tout le monde ressentait tout bas? À demain! Si cet épisode t'a touché, inspiré ou donné des pistes pour mieux appréhender les imprévus de la vie, je t'invite à aller plus loin. N'hésite pas à t'abonner à Sweet Papy Podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes, remplis bien évidemment de bienveillance et d'histoires inspirantes. Et puis partage s'il te plaît cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en tirer des enseignements précieux. Et surtout, si tu souhaites discuter de ton propre parcours d'aidant, échanger ou découvrir des ressources pour t'accompagner, n'hésite pas à réserver un appel découverte avec moi via le lien qu'il y a dans le descriptif de l'épisode. Sache que ton histoire, ton expérience et tes questions méritent d'être entendues. À très bientôt et prends soin de toi.